Bonsoir, au sommaire de cette édition, Guinée-Maroc, deux pays amis et frères. Depuis plusieurs décennies, le conseiller spécial du roi Mohamed VI est à Conakry. Il a été reçu par le chef de l'État pour parler coopération. Santé, l'épidémie de rougeole continue de sévir à Conakry. Quelques enfants sont actuellement hospitalisés à Donka. Le personnel sanitaire demande aux parents d'être plus vigilants. Et puis, il n'y a plus de monopole autour des métiers. La mécanique n'est plus la chasse gardée des hommes. Les femmes font leur entrée dans ce métier. Une entrée avec plus de professionnalisme. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État a signé ce vendredi 17 janvier le décret 016 portant détermination des amendes applicables aux infractions de pêche et définition des pénalités accessoires, décret dont nous vous donnons lecture du premier et dernier article. Le président de la République décrète article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les montants des amendes applicables aux infractions mentionnées aux articles 60, 61, 62 et 63 du Code de la pêche maritime et de définir les pénalités accessoires. Article 8, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 17 janvier 2014, professeur Alpha Condé. Premier titre de l'actualité ce soir avec le renforcement de l'axe Conakry-Rabat. Le chef de l'État a reçu en audience le conseiller spécial du roi du Maroc, Mohamed VI. Son nom Taïb El Fassi. La rencontre a permis d'évoquer la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Image Doudou Traoré, commentaire Sanassi Keita. Taïb El Fassi est le conseiller spécial du roi Mohamed VI. Il a été reçu en audience par le président de la République ce vendredi 17 janvier 2014. Au menu des discussions qui ont duré plus d'une heure d'horloge entre professeur Alpha Condé et le porteur de message de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Rabat. J'ai été porteur de quelques idées de coopération renforcée de la part de Sa Majesté le roi et j'ai eu donc le privilège d'écouter le président et des propositions d'action conjointe au niveau de la coopération bilatérale sur le plan intergouvernemental, au niveau de la concertation politique, au niveau du partenariat public-privé, au niveau de l'investissement. Et je suis convaincu que sur la base de cette audience, nos deux pays connaîtront lors des mois et des années à venir un renforcement significatif de leur coopération. Maintenant que la Guinée sœur a pu, grâce à la sagesse de son peuple, gagner un certain nombre de défis, organiser des élections présidentielles, législatives. Et donc nous sommes très heureux, et le Maroc en tant que pays frère est très heureux de voir la Guinée aujourd'hui sous la conduite éclairée de son Excellence le Président de la République, non seulement tracer les voies de son développement propre, celui de la Guinée, mais aussi tracer et jeter des ponts avec les pays frères et amis de toujours comme le Maroc. Taïb El Fassi dit ainsi la volonté du roi Mohamed VI au président de la République à diversifier une fois de plus encore les relations d'amitié et de coopération mutuelle qui existent depuis belle lurette entre les peuples guinéens et chérifiens. Une volonté qui cadre parfaitement avec celle du professeur Alpha Condé. Vendredi passé, il était à Faïsal. Aujourd'hui, c'est à la mosquée Kébéa de Koléa que le chef de l'État s'est acquitté de ses devoirs religieux. Une présence, vous le verrez en image, qui a drainé des foules. Professeur Alpha Condé était en contact direct avec le peuple. Sanassi Keita, Doudou Traoré. La mosquée Kébéa, située au quartier Koléa, dans la commune de Matam. C'est ici que le président de la République a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 17 janvier 2014 avec le conseil spécial de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Plusieurs fidèles musulmans ont grossi les rangs de cette prière aux côtés du professeur Alpha Condé. Dans son sermon, l'imam de la mosquée Kébéa a invoqué le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il protège le chef de l'État dans ses ambitions de développement pour la Guinée.
barka bila alanye anna president babran na sali an fa ya na den kuma nyolu no yi lundandi amo gweman kasiyata wala ko ira silama bela denenna ka lon ko anni wala yembi siri kelen kononi silama ya dumande no ta da fa ka salila bara yele na yana silaman tema an beye jama sali bara yisdo mara ala taala dali ka ala jafam bela dene ma ala mukala ka anna jamana dia ka anta sara dia da ala mukala fitina ni balo mu'mini ka wala desi ala bul ala mukala Allahu akbar L'imam de la mosquée Kébéa a également formulé des prières et bénédictions en faveur de l'ensemble des Guinéens, dans le but de se donner la main pour construire à l'unisson une Guinée unie et solidaire. Et puis cet arrêté numéro 011 du ministère délégué au transport portant suspension de l'acte de guinéisation provisoire pour les navires de pêche. Le ministre arrête article 1er. La délivrance du pavillon provisoire guinéen aux navires de pêche maritime est suspendue jusqu'à la date de promulgation du code de la marine marchande tel que modifié. Article 2. La Direction nationale de la marine marchande, la Direction générale de l'Agence de navigation maritime et le Centre de surveillance des pêches maritimes CNSP sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'application correcte du présent arrêté. Article 3. Il est et demeure rapporté l'arrêté numéro 6221 MDT cabinet 2013 du 5 décembre 2013 portant suspension de l'acte de guinéisation provisoire. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. El Hadj Tidiane Traoré. La nouvelle Assemblée nationale de Guinée, sa troisième session de travail, c'était hier, une session élective puisque les 4 vice-présidents de l'institution sont désormais connus. Il y a eu également la formation de 12 commissions de travail. Tout est désormais prêt. Le boulot peut commencer, n'est-ce pas Mohamed Sankon? 48 heures de débat auront permis aux 114 députés de la nouvelle Assemblée nationale de meubler tous les postes de l'institution. L'objectif est de s'atteler à l'essentiel, c'est-à-dire la révision des conventions qui engagent le pays, le vote des lois réglementant la vie nationale et les traités internationaux avec d'autres pays du monde. Après la cérémonie inaugurale, marquée par l'élection du président de l'Assemblée nationale en la personne de l'honorable Paul-Claude Kouri-Kondiano, les élus du peuple ont installé hier les 4 vice-présidents de l'institution, les 4 secrétaires, les questeurs et les membres des 12 commissions techniques. Les 4 vice-présidents qui ont en charge de suppléer le président sont respectivement Saloum Cissé, jusque-là secrétaire général du RPG, Lucien Fofana du RPG, Abdoulaye Gouma Diallo de l'UFDG et Salim Ouba de l'UPR. Cela tenant compte du consensus qui stipule que le poste de 3e vice-président revienne à l'opposition. Et c'est ce consensus de partage du pouvoir qui s'est étendu sur les commissions techniques. Vous avez vu l'harmonie dans laquelle nous avons travaillé pour mettre en place ces groupes parlementaires et ces différentes commissions, et ainsi que le bureau. Donc on a un problème de structure mosaïque depuis le bureau jusqu'au niveau des commissions. Alors c'est ce qui est important. Alors nous avons travaillé main dans la main pour défendre la cause commune qui est la cause guinéenne. La nouvelle Assemblée compte 3 groupes parlementaires. L'Alliance Arc-en-Ciel, dirigée par Amadou Damaro Camara, l'Alliance des libéraux démocrates, avec Dr Fodé Oussou Fofana comme président, l'Alliance des républicains, présidée par Sidia Touré, et les députés non inscrits. 12 commissions techniques étudieront les différents dossiers de la nation avant de les remonter à la plénière. Il s'agit notamment de la commission finances dirigée par Dr Ousmane Kaba, de la commission défense et sécurité avec Dr Guinesaran Kamara comme présidente, de la commission éducation présidée par Aboubakar Silla et la commission comptabilité contrôle présidée par Ibrahim Asseur Touré.
À cette équipe, il faut ajouter les questeurs, une section dirigée par Abdoulaye Bernard Keita. Avec ces cadres, le législatif guinéen pourrait relever les grands défis qui s'opposent au pays. En tout cas, c'est l'avis du peuple de Guinée en votant pour ces 114 députés de la République. Le boulot peut commencer. Il a même commencé. Le bureau exécutif de l'Assemblée nationale a eu une première réunion de travail aujourd'hui avec une délégation du FMI et de la Banque mondiale. La délégation est venue s'assurer des engagements des nouveaux députés dans le renforcement de la coopération avec ces deux institutions monétaires. Il s'agit là de la toute première rencontre du bureau exécutif de l'Assemblée nationale avec le Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Rencontre sur fond de la dynamisation et de la poursuite de la coopération avec les deux institutions financières. La mission du Fonds monétaire et de la Banque mondiale a voulu obtenir et s'assurer des points de vue des membres du bureau exécutif de l'institution sur l'assainissement macroéconomique, les banques sans occulter les questions de sécurité et les questions de l'assainissement, de fichiers de la fonction publique et la problématique de l'exploitation et de la gestion des ressources minières du pays. Aujourd'hui, c'était un premier contact donc pour se faire connaître et nous avons briefé la commission sur donc les résultats de nos discussions. Depuis 2011, parce que d'abord il y a eu un programme de référence, donc un programme sans assistance financière dans notre domaine, donc c'est-à-dire la gestion macroéconomique du pays. Beaucoup de progrès a été fait. Pour le bureau exécutif, l'Assemblée nationale reste ouverte à toute initiative devant permettre le développement durable du pays. On a été d'autant satisfait parce que pour guérir une plaie, il faut connaître son état. Donc depuis quelques années jusqu'à nos jours, les imperfections, les insuffisances au point de vue activité économique qui régissent le pays ont été quand même mises en évidence. Alors, parce que ça a été une discussion de sécateurs. Donc, ce que nous savions aussi de la réalité guinéenne, on a exposé. Un calendrier pourrait être établi dès la semaine prochaine pour faire face au texte de loi en instance. Un des dossiers que la toute nouvelle Assemblée nationale pourrait soutenir, c'est la mise en place de l'École nationale d'administration. Hier jeudi, pendant que les travaux se déroulaient à l'hémicycle, les études concernant le projet de l'ENA prenaient fin à Conakry. 5 mois pour mixer réalité guinéenne et expérience du Québec. Explication, Baba Kouyaté. Après plus de 5 mois d'études et d'échanges sur le projet de mise en œuvre de l'ENA de Guinée, les acteurs impliqués se retrouvent pour présenter les conclusions des études aux autorités guinéennes. Des études ont pris en compte des réalités du pays et des exigences internationales. La formation diplômante figure en bonne place. Elle est destinée à former des cadres polyvalents de haut niveau. Des compétences polyvalentes. Je pense qu'on a besoin de cadres qui ont une vision large des choses, qui savent à la fois travailler sur la conception et l'évaluation de l'action publique, qui savent gérer des opérations. Quatrième type de compétences, des cadres qui ont l'esprit de service public, le souci de servir. Selon les spécialistes, la première promotion pourrait commencer en janvier 2015. Le coût varie entre 12 à 15 milliards de francs guinéens. Avec la volonté politique forte, n'est-ce pas, des décideurs et notamment de Monsieur le Président de la République, qui sait que le projet ENA fait partie, n'est-ce pas, de son projet phare pour son quinquennat, nous ne doutons pas du tout, n'est-ce pas, de la possibilité de mobiliser les ressources nécessaires pour faire de l'ENA une réalité dans notre administration. Pour moi, le ministre, c'est la tête. Le secrétaire général, c'est le cou, le reste de l'administration, c'est le corps. Si le cou ne tient pas la tête et ne fait pas le lien avec le reste du corps, rien n'est possible dans la vie. Et il est important que les secrétaires généraux prennent à bras le corps le projet de transformation et de modernisation de notre administration. La réussite de la réforme de l'État passe par la mise en œuvre d'une ENA. Coopération militaire avec la France. La Marine nationale a reçu aujourd'hui des équipements, un don pour lui permettre de lutter plus efficacement contre l'insécurité au large de la Guinée. Ces matériels de protection et d'intervention arrivent au moment où le pays revoit sa stratégie de lutte contre la piraterie. Sergent Alassane Diaby.
Juste après sa récente création, la brigade de sécurité maritime bénéficie du matériel de protection et d'intervention pour la lutte contre le feu, grâce à la coopération militaire française. Il s'agit de tenues, casques, gants, cagoules, bottes, lunettes, des appareils isolants pour la respiration pendant les opérations. Dans ce lot, il y a aussi des lances, des manches incendie et une moto. Il lui fallait du matériel. Donc, au deuxième semestre 2013 et aujourd'hui, a été livré par la marine française et par la coopération française le matériel qui permet de mettre un appareil respiratoire sur chaque vedette, ce qui fait que s'il y a un feu en mer, il y a une personne formée capable de mettre cet équipement et d'éteindre le feu. Et du matériel a été livré à la brigade sécurité pour que s'il y a un signal sur une vedette à la brigade ou ici à la Rome, le personnel formé puisse avoir le matériel pour pouvoir s'équiper et venir intervenir et éliminer le feu. En recevant ces matériels, le chef d'état-major de la Marine nationale s'est félicité d'abord de la qualité des rapports de coopération militaire entre la France et la Guinée avant de mettre l'accent sur la formation. Nous les marins, c'est le temps de comprendre que nous avons beaucoup de choses à faire et cela ne peut pas se faire sans la formation. Le matériel qui est là, ce n'est pas n'importe qui peut l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut savoir comment utiliser. C'est pourquoi tous les jours, à tous les instants, je vous invite à la formation. Ces matériels viennent renforcer les capacités d'intervention et de la gestion des sinistres en mer de la Marine nationale en pleine mutation. Tout à l'heure, en fin d'édition, nous vous donnerons lecture de l'intégralité du décret portant détermination des amendes applicables aux infractions de pêche et définition des pénalités accessoires. On ouvre le volet santé. L'actualité, c'est l'épidémie de rougeole qui sévit depuis quelques jours. Plusieurs cas ont été enregistrés à l'hôpital d'Onka, une trentaine pour l'instant. Les spécialistes recommandent aux parents d'être alertes dès les premiers symptômes chez les enfants. Reportage Mabin Tissouba. Elle s'appelle Aïssatou Baldé. À 9 mois, elle est la plus jeune patiente dans cette salle uniquement réservée aux rougeoleux. Depuis 2 jours, cette petite fille se bat contre la rougeole. Elle vomit, elle tousse beaucoup, elle a le corps chaud. Mais depuis qu'elle a commencé à tomber malade, on l'a amenée dans beaucoup d'hôpitaux, mais elle va mieux maintenant. La rougeole est une maladie contagieuse causée par un virus qui se transmet facilement par voie aérienne. Elle se manifeste entre autres par une forte fièvre, un écoulement nasal et de la toux. La rougeole elle-même, elle est caractérisée par des signes très graves. C'est d'abord un catarrhe oculaire, l'atteinte des yeux, un catarrhe au niveau de toute la bouche avec des lésions importantes. Et ensuite un catarrhe qui s'élargit au niveau de tout le type digestif, qui entraîne donc des inflammations, des tuméfactions, des corrosions, avec des hypersécrétions, se soldant par une diarrhée importante et une déshydratation sévère qui peut très tôt emporter le malade. Les personnes présentant ces symptômes doivent immédiatement se rendre dans un hôpital. Il ne faut pas donner du vin de palme, il ne faut pas donner de l'eau glacée, c'est-à-dire laver l'enfant par de l'eau glacée ou appliquer des glaces. Ça, c'est des 2 choses qu'il ne faut jamais faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener l'enfant à la consultation. Les services de santé sont informés. Mais avant, il faut donner à boire. Il faut donner à boire. Il faut donner quelque chose qui peut baisser la fièvre, du paracétamol. De nos jours, le moyen le plus sûr et efficace de prévention contre la rougeole est la vaccination. Actuellement, le vaccin anti-rougeoleux est disponible et gratuit à l'Institut de nutrition et de la santé de l'enfant, INSEE. Normalement, c'est à partir de 9 mois que l'enfant doit recevoir son vaccin anti-rougeoleux. Mais si une épidémie est déclarée, les enfants à partir de 6 mois peuvent recevoir leur vaccin anti-rougeoleux. En plus, à partir de 1 an, tous les enfants peuvent bénéficier de leur rappel, une façon de renforcer leur immunité. Vacciner un enfant, un geste simple qui peut sauver la vie. Madame Touré l'a bien compris. Épidémie de rougeole ou pas, elle ne manque aucune date de vaccination de sa fille de 7 mois. Je suis venue vacciner ma fille. Sur la 7 mois, je viens faire vacciner ma fille ici.
Je demande à toutes les femmes de venir faire vacciner leurs enfants, car la vaccination donne la santé, une meilleure santé aux enfants. Depuis le début de l'épidémie de rougeole, le CHU de Donka a enregistré une trentaine de cas. La prévention de la maladie réside en un geste simple, se faire vacciner. Une épidémie à prendre très au sérieux. Santé toujours. Et cette satisfaction côté RTG, Antoine Macolé, caméraman, il vient d'être félicité par le Centre national de transfusion sanguine. En effet, c'est le plus grand donneur volontaire avec un record de 59 poches de sang. Il a commencé cet exercice depuis quelques années. Sur de Kérard. La quarantaine révolue, Tony Antoine Macolé est diplômé de l'école Saint-Jean de Dabadou à Kankan. Il fait ses premiers pas dans le scoutisme avant d'embrasser le métier de caméraman à la radiodiffusion télévision guinéenne au début des années 2000. À côté de ce travail qu'il exécute avec passion, Antoine Macolé passe tous les 3 mois ici au Centre national de transfusion sanguine pour donner volontairement du sang. Après 23 ans dans cet exercice, il passe aujourd'hui pour le meilleur donneur dans le pays, avec un total de 59 poches. Il va battre le record puisque celui qui était le meilleur donneur et qui avait dépassé les 60 dons et a déjà atteint la limite d'âge, et lui, il a encore 15 ans devant lui. De facto, il sera le meilleur donneur puisque depuis qu'il a commencé, il donne régulièrement et je ne vois pas de raison pour laquelle il pourrait arrêter de sitôt. Il est en bonne santé et c'est la preuve que on peut donner son sang, on peut aider à sauver des vies sans vraiment empathie pour sa santé. Avec ses 84 kg et un taux d'hémoglobine de 15 grammes, Antoine Macolé répond parfaitement aux critères indispensables du don de sang. En s'engageant dans cette œuvre, l'auteur tient à sauver des vies, des personnes anémiées. Ce qui m'a motivé à donner le sang, à l'époque j'étais scout, quand on a été faire notre action bande quotidienne à l'hôpital Ignarsdine, on a trouvé une femme qui venait de décéder par accouchement, manque de sang. Donc depuis ce jour-là, je me suis décidé, j'ai eu l'amour de venir donner du sang pour mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes femmes, mes mamans. En promettant de poursuivre cette action humanitaire jusqu'à la limite d'âge de 60 ans, Antoine Macolé sollicite le renforcement des capacités opérationnelles du Centre national de transfusion sanguine, indispensable à la mobilisation des donneurs volontaires. Si le gouvernement aide le centre et que ce centre, tu viens en tant que donneur bénévole, un donneur, n'importe quel tu viens, tu as besoin de santé, qu'on puisse te prendre en charge. Je crois que cela est encourageant et ça va faire appel aux autres aussi pour donner du sang. À travers cet engagement, Antoine Macolé a contribué à sauver de nombreuses vies humaines. Si son exemple est suivi, le Centre national de transfusion sanguine serait à l'abri de toute rupture éventuelle car les besoins annuels du centre sont estimés seulement à 120 000 poches pour près de 12 millions de Guinéens. Donner du sang, c'est sauver des vies. Fini les considérations sexistes autour des métiers. Les femmes veulent faire autant que les hommes. Certaines activités jusque-là considérées comme très masculines connaissent désormais l'entrée des jeunes filles. Le mythe est cassé, notamment autour de la mécanique auto. Reportage Mamaïsata Kamara, Safia Toukondé. Maïmouna Ba est une jeune fille âgée de 22 ans. Depuis 6 mois, elle pratique la mécanique. Ce travail est pour elle une passion. J'aime la mécanique. C'est ça, je choisis la mécanique. On dit ça c'est quoi? Après on m'explique. Ça c'est ça. Comme Maïmouna, ici au centre de formation de Matoto, de nombreuses jeunes filles ont choisi une formation professionnelle. Pour le directeur du centre, le nombre de filles augmente sans cesse. La gente féminine représente la plus grande partie de la population guinéenne. Leur participation à ce métier va apporter un plus à la masse de la main-d'œuvre qualifiée. Cette année, nous avons 134 filles et femmes reparties sur les 3 promotions. Actives dans toutes les filières d'enseignement technique du centre, ces filles estiment que la formation professionnelle n'est pas que l'apanage des hommes. Quand on parle d'égalité, parce que les hommes font le métier
il y a des femmes ministres, pourquoi pas femmes plombiers ou mécaniques. Donc c'est vraiment mon rêve. D'autres pensent que le métier c'est seulement que pour les garçons, alors que le métier c'est pour tout le monde. Tout le monde doit avoir le courage d'avoir un métier, n'importe quel être humain doit avoir son métier. Et si tu fais le métier, quel qu'en soit, tu n'iras pas en chômage. Tu peux gagner ou débrouiller d'abord avant d'être employé dans les entreprises ou avoir une société. Dans les centres de formation ou dans les garages, elles ont en commun le désir d'acquérir une compétence professionnelle, un métier qui pour elles représente le premier mari. On s'intéresse au centre d'accueil de l'intérieur du pays. Plusieurs orphelinats viennent de bénéficier d'habits et de jouets. C'est un don de l'ONG Les Anges de Guinée, une structure basée à Bruxelles. Moussa Bangoura. Un important lot de vêtements, de chaussures et des jouets destinés aux enfants des centres d'accueil de quelques écoles maternelles et orphelinats de Conakry, Kissidougou et Mamou. C'est un geste de l'ONG Les Petits Anges de Guinée, CIS à Bruxelles. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, dont les parents n'ont pas de moyens. Moi-même, j'ai été orpheline de mère à 13 ans. Tant que Dieu me donnera la force, je voudrais toujours continuer. Ça fait la 3e année que je viens. Et chaque année, on vient avec des dons de plus en plus grands. Le département des affaires sociales et les structures bénéficiaires apprécient le geste. Nous apprenons les activités à travers ces jeux. On a dit qu'au préscolaire, que l'activité principale d'un enfant, c'est le jeu. L'enfant apprend en jouant et joue en apprenant. Donc nous sommes très ravis pour cette donation. Une compatriote pense toujours à nos enfants et essaye de faire partager un temps de bonheur à nos tout petits enfants, surtout des orphelins. Alors ça c'est très réconfortant, ça réchauffe un peu le cœur. C'est un signe de noblesse et nous ne pouvons que la remercier. Une salle de formation et de multi-simulations pour l'université de Conakry. Le financement est de MTN Guinée. Le centre est ouvert depuis mardi à l'occasion du lancement des journées scientifiques. C'est un public reportage signé Habib Thiam. La semaine scientifique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, organisée par l'institution pour soutenir la recherche dans le pays, ce grand rendez-vous scientifique annuel doit particulièrement son succès à MTN Guinée. Dans le cadre de son programme dénommé 21 jours d'action sociale, le leader de la téléphonie mobile en Guinée met l'éducation au centre de son investissement. Pour près de 20 000 $ américains, la compagnie et ses partenaires réalisent le centre de formation et de multisimulation de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Objectif, encourager la professionnalisation, améliorer la qualité des enseignements par la formation des formateurs, mais aussi faciliter le processus d'insertion des jeunes diplômés dans le monde de la production. As the reminder, the Yellow Care, which is the largest. Le programme Yellow Care, qui est le plus grand investissement social du groupe MTN, est une opportunité pour chaque employé d'être engagé en améliorant les conditions de vie de nos communautés en prenant des actions concrètes, faire la promotion du bien-être et dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la culture et du sport. Basées sur des résultats tangibles, les actions sociales de MTN Guinée renforcent la dynamique de travail des étudiants et responsables de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un partenariat fructueux traduit au cours de ces journées scientifiques. Aux partenaires sponsors qui ont accepté de nous accompagner pour que ces journées puissent se tenir, singulièrement MTN Guinée, nous leur disons un grand merci. Présent en Guinée depuis 2006, MTN Guinée au départ Ariba est à ce jour à près de 400 emplois directs et 1000 emplois indirects selon les statistiques, ce qui lui a valu le prix du meilleur recruteur en 2007 avec un taux de pénétration de l'ordre de 50% dans le pays. Religion, le Grand FIDAO 2014 de Bokeh vient de prendre fin. Cette deuxième édition a rassemblé plus de 2000 participants. Un grand moment dédié aux prières et bénédictions pour la paix dans le pays. Cette année, c'est le quartier Filira qui accueille l'événement. Abdulaziz Baldé. Pour la seconde fois, les fidèles musulmans se mobilisent à Bokeh pour célébrer le Grand FIDAO 2014. Au terme de leur séjour, des prières et des bénédictions pour les illustres disparus, l'instauration d'une culture de paix en Guinée ont été les temps forts de cette rencontre.
Le Fidaou est une grande fête religieuse. Nous sommes très satisfaits de sa réussite. À l'occasion, nous avons imploré le Tout-Puissant pour que règne la paix en Guinée. Pour cette deuxième édition, plus de 2000 personnes venues de divers horizons du monde ont plusieurs fois lu le Saint-Coran. Cet exercice de haute portée religieuse est de l'initiative des filles et fils de Kakandé. Aujourd'hui, nous avons réussi à venir ici au Kessan presque tous les musulmans et musulmanes de 58 villages musulmans, villages Djakanké de Boké, aussi dans toutes les préfectures de la Guinée. Cette grande rencontre, communément appelée Fidaou, est célébrée chaque année ici à Filira, un quartier historique de la Haute-Banlieue de Boké. Sport, le choc Orléans-Escaloum, c'est dimanche, le sommet de la 5e journée. Deux clubs qui prétendent au titre cette année. Comment avancent les préparatifs de ce classico et surtout, comment dépassionner la rencontre? Deux questions au menu de la conférence de presse organisée ce vendredi par les dirigeants du club de Kaloum. C'est Loutata Diallo. Pour ce point de presse d'avant-match, l'association sportive du Kaloum était représentée par son directeur sportif Ali Touré et l'entraîneur adjoint Momo Wandel Souma. D'entrée, Mohamed Cherif Diallo de la commission compétition a planté le décor en reconnaissant certaines difficultés organisationnelles pour ce début de saison. Si du côté du staff de l'ASK on assure que le groupe est au complet prêt pour le choc de dimanche, la question sécuritaire elle était au centre du débat et pour une fois, le public aura droit à des billets sécurisés en forme de bracelet afin que chaque cop se retrouve juste derrière le banc de son équipe favorite. Et quid de l'arbitrage? Eh bien, Rinto Sako de la commission des arbitres a affiché sa solidarité à la corporation tout en rassurant que l'arbitrage ne souffrira d'aucun manque d'intégrité. AS Kaloum Oroya, c'est donc ce dimanche à 16h temps universel avec l'Esperton, une application stricte du slogan de la FIFA, My Game is Fair Play. Et retour sur ces décrets D016 portant détermination des amendes applicables aux infractions de pêche et définition des pénalités accessoires. Le président de la République décrète. Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les montants des amendes applicables aux infractions mentionnées aux articles 60, 61, 62 et 63 du Code de la pêche maritime et de définir les pénalités accessoires. Article 2. Constitue des infractions de pêche à l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées, l'utilisation des dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut, l'usage d'engins de pêche non autorisés, la pêche dans les zones interdites ou pendant les périodes interdites, la rétention d'espèces en violation des dispositions qui auront été prescrites, la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites, la commercialisation d'espèces capturées en contravention avec des mesures adoptées en vertu du Code de la pêche maritime ou de ses règlements d'application, l'utilisation d'explosifs ou des substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord de navires de pêche sans autorisation, la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture des données sur les captures, la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers, la violation des règles relatives aux opérations connexes de pêche, la violation des dispositions de l'article 36 du Code de la pêche maritime relative à l'arrimage des engins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article, la violation des mesures réglementaires relatives au marquage des navires de pêche adoptées en application de l'article 35 du Code de la pêche maritime ou le camouflage de ces marques, sans préjudice des cas particuliers visés à l'article 64 du Code de la pêche maritime, empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou un observateur maritime d'exercer leurs fonctions, la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction,
Les infractions visées ci-dessus dans le présent article sont punies d'une amende de 600 millions de francs guinéens à 1 milliard de francs guinéens. En outre, elles donnent lieu à la confiscation des captures des engins de pêche à bord et à la consignation du navire à quai pour une durée de 15 jours francs à 30 jours francs à compter de la date du paiement de l'amende prononcée. En cas de récidive ou de fuite du navire, l'amende est portée au double et la durée de consignation du navire à quai est de 45 jours francs à 60 jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le dit navire est interdit d'activité de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté et sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale des pêches CSRP, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP. L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à 12 mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée au navire. Article 3. Tout navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche à l'intérieur des zones maritimes guinéennes ou en haute mer sans y être autorisé commet une infraction et est passible d'une amende de 3 milliards de francs guinéens à 4 milliards de francs guinéens. En outre, elle donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation du dit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à 4 mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen. En cas de récidive ou de fuite du navire, l'amende est portée au double et la durée de la consignation du dit navire à quai est de 4 mois francs à 6 mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le dit navire est interdit d'activité de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté et sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale de pêche CSRP, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP. L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à 12 mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée au navire. Lorsque l'infraction mentionnée au premier paragraphe du présent article a été commise à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'un État tiers et n'y a pas fait l'objet de sanctions appropriées par cet État, le dit navire est passible des mêmes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier à bord du navire de pêche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l'autorisation d'exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut être inférieure à 12 mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée au navire. Article 4. Tout navire étranger se livrant à la pêche des céphalopodes des merceaux, des crevettes ou utilisant des palangres ou ayant comme moyen de conservation la glace et pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes guinéennes sans y être autorisé commet une infraction et est passible d'une amende de 250 000 € à 3 000 €. En outre,
elle donne lieu à la confiscation à 300 000 euros, j'ai dit. En outre, elle donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord et à la consignation du dit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à 4 mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. En cas de récidive ou de fuite, le dit navire est confisqué au profit de l'État guinéen. Tout navire étranger se livrant à la pêche des petits poissons pélagiques ou des thons est pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes guinéennes sans y être autorisé, commet une infraction et est passible d'une amende de 750 000 euros à 1 million d'euros. En outre, elle donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord et à la consignation du dit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à 4 mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. En cas de récidive ou de fuite, le dit navire est confisqué au profit de l'État guinéen. Article 5. Les infractions aux règles prescrites par le Code de la pêche maritime ainsi qu'à ces textes d'application qui ne sont pas expressement énumérés aux articles 60, 61, 62 du Code de la pêche maritime sont passibles d'une amende de 600 millions à 800 millions de francs guinéens. Toutefois, le non-respect des dispositions applicables en cas de défaillance technique, de non-fonctionnement et la non-cessation des activités de pêche après un arrêt de plus de 24 heures du dispositif de repérage des navires de pêche par satellite sont passibles d'une amende de 800 millions de francs guinéens à 1 milliard de francs guinéens. La durée de la consignation du dit navire à quai est de 30 jours à 60 jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. En cas de récidive ou de fuite du navire, l'amende est portée au double et la durée de la consignation du dit navire à quai est de 60 jours francs à 120 jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le dit navire est interdit d'activité de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale des pêches, CSRP, conformément aux dispositions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des États membres de la CSRP. L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée au navire. Article 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment celle du décret numéro D07 PRGS-GG 2012 du 1er mars 2012 portant application des dispositions du Code de la pêche maritime relatives aux infractions de pêche. Article 7. Le ministre chargé des Finances, le ministre chargé de la pêche maritime, le ministre de la Défense nationale et le préfet maritime sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution du présent décret. Article 8. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée-Conakry le 17 janvier 2014, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.